retraite. Allez, on va parler de ce match France-Maroc, mercredi à 20h pour la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Faut-il s'inquiéter ou pas? Je suis sûr que Charles Consigny ne s'inquiète pas. Si, tout à fait, si. Bon, alors, on va voir en tout cas ce qui se passe du côté des commerçants, notamment sur les Champs-Élysées, qui eux ont décidé de fermer leur boutique parce qu'ils ont peur de se faire vandaliser une nouvelle fois. Il y a eu beaucoup d'échauffourées samedi. Écoutez ce reportage de Clémence Bardier avec Solène Boulan et on en débat ensuite. Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogène et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Élysées, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt, comme Ozo, restaurateur, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations. Comme j'étais ouvert, ils s'en mettent les gaz. Et les gens ils sortaient dehors. Il y avait 30 personnes qui sont rentrées, dépoussaient des portes. Et comme je mets les clés sur ensuite, tac, je fermais et voilà. Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim compte fermer son kiosque mercredi. Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi. Il faut fermer les portes. Pris pour cible par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes, où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée. Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier. Il y a un dispositif spécifique qui va être mis en place pour mercredi soir. Là, on parlait de 40 policiers blessés, dont un gravement. Qu'est-ce que vous anticipez pour mercredi? Là, déjà, pour mercredi soir, je sais qu'il y a 22 forces mobiles qui sont prévues déjà rien que sur Paris, donc c'est beaucoup plus que le dispositif. Ça fait combien d'hommes je pense que c'est à peu près un peu plus de 1000. Alors, on était à 1200 policiers samedi. Je pense qu'on va monter à 2000 entre eux, parce qu'il y a les forces mobiles. Il y a aussi les policiers de Paris, les compagnies d'intervention, les Braves, etc. Je pense qu'on devrait être dans les 2000, parce qu'en fait, on fait un focus sur les Champs-Élysées. Mais il y a aussi Barbès, par exemple. Il y a Belleville. On sait que ce sont des endroits aussi où il peut y avoir des dégâts. Très populaire. Donc, il faut qu'on mette des spotters, c'est-à-dire des policiers qui sont là pour voir si tout se passe bien. Et en fait, il faut pas que les Champs-Élysées deviennent un ring. Voilà, c'est pas une scène de MMA, c'est pas un octogone. Ça doit être une fête. Ça doit être justement les gens, les Français, s'ils gagnent, doivent faire la fête en toute bonne humeur avec les Marocains et vice versa. Si les Marocains gagnent, ma foi, on doit pas s'affronter. On doit au contraire être contents tous ensemble. Charles Consigny, vous êtes inquiet ou pas? Oui, moi je pense que, alors peut-être que à force d'avoir tous répété qu'il y aurait des débordements, peut-être que les auteurs potentiels de ces débordements vont, bien sûr, mais peut-être que les auteurs potentiels de ces débordements vont vouloir démentir les prédictions médiatiques et du coup ne pas se rendre sur les Champs-Élysées et ne rien vandaliser. Je crains malheureusement que ça se passera différemment et j'observe comme tout le monde le ressentiment qu'éprouve une partie des jeunes d'origine marocaine ou algérienne à l'encontre de la France. C'est quelque chose qui s'exprime à l'occasion de ces matchs, que les équipes du Maroc ou de l'Algérie gagnent ou perdent. C'est quelque chose qu'on observe et je pense qu'il serait bon de passer à autre chose de leur part. Je trouve qu'on ne peut pas indéfiniment faire le grief à la France d'une période qui est maintenant quand même loin de nous dans l'histoire, même si on n'en oublie rien et même si on la regarde en face, qui est la colonisation. Je pense qu'aujourd'hui, si l'Algérie, le Maroc ou d'autres pays ne sont pas satisfaits de leur développement, de leur vie démocratique, de leur vitalité économique, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et en tout cas, ils ne peuvent pas en faire le reproche à la France qui, depuis longtemps, est désengagée de ce point de vue-là et n'a plus de responsabilité là-dedans. Donc j'espère, franchement, que s'il y a des débordements, ils seront traités sans complaisance et avec beaucoup de fermeté, comme ils seraient traités d'ailleurs au Maroc ou en Algérie s'il y en avait. Le Dragnel, c'est une soirée au risque ou pas? Ah oui, au ministère de l'Intérieur, je peux vous dire que tout le monde va travailler toute la nuit. Et puis donc il y a des réunions qui sont en train de se terminer là pour préparer justement ce dispositif-là. Donc il y a des enjeux très politiques aussi derrière ce match, même pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Souvenez-vous de ce qui s'était passé au Stade de France. Là, il peut vraiment pas se planter. Donc il a aussi une forte pression sur les épaules forcément. Et puis ça sera scruté également à l'Élysée. Enfin,
je peux vous dire que, en tout cas, dans les cabinets ministériels des ministères régaliens, comme on dit, tout le monde suit ça quand même de très près, et c'est le sujet de préoccupation des prochaines heures. Je vous vois hocher la tête sur le stop Covid. Oui, parce qu'en fait, on a quand même les JO en 2024. Alors avant, il y a la Coupe du Monde de rugby, même si c'est pas les mêmes acteurs. C'est vrai que je pense pas que certains délinquants viennent au contact des rugbyman, parce que je pense qu'ils vont vite savoir ce que c'est qu'une salade de phalange, en rigolant, mais c'est vrai, et ça va pas les faire rire 5 minutes. En revanche, en 2024, c'est une répétition grandeur nature. C'est-à-dire que là, si on n'est pas capable effectivement de faire respecter l'ordre républicain sur les Champs-Élysées, alors qu'il y a justement des émeutes, etc., on pourra se poser des bonnes questions. Et l'idée, c'est de faire passer des messages à l'étranger aussi, en disant, voilà, on sait faire, vous inquiétez pas, on va gérer les situations et on n'est pas débordé. Éric Revel, ce sera un grand événement sportif, cette demi-finale, France-Maroc. Il y a un double aspect que je voudrais souligner. Le premier, Charles Consigny le disait, il y a une dimension historique, politique interne, Maroc-Algérie. L'un était un protectorat, l'autre a été longtemps colonisé. Mais le président de la République, à une reprise, a dit « Il suffit maintenant que ce gouvernement en Algérie s'en serve comme rente mémorielle ». Vous vous souvenez de son mot. Donc c'est vrai qu'il faudrait passer à autre chose. Puis il y a une deuxième dimension, c'est que comme c'est la première fois qu'une équipe africaine, maghrébine, arrive en demi-finale, c'est un événement. Non, mais c'est un événement sportif, mais c'est aussi un événement géopolitique. C'est aussi un événement géopolitique parce que tout le monde, le monde arabe se soutient le Maroc, et tant mieux pour l'équipe du Maroc, mais ça passe dans une autre dimension. Puis je rappelle, pour montrer l'engouement, c'est que le royaume marocain a mis à disposition, avec un pont aérien, 30 avions qui vont acheminer, alors je ne sais pas si c'est de Rabat ou de Casablanca, au Qatar, à Doha, pour emmener un maximum de supporters. Donc politique interne, politique extérieure. Et espérons que ça restera juste un grand événement sportif. On fait juste une pause. Je vous passe la parole dans un instant, Charles Consigny. On continue à débattre de ce match. On écoutera aussi la maire du 8e arrondissement qui redoute, encore une fois, de possibles scènes de violence. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. On évoque ce match de football France-Maroc avec cette potentielle... qu'est-ce qu'on va dire ? Un match à haut risque, on va le dire comme ça, Louis de Ragnel. On va écouter les Français. On leur a posé les questions avec Nicolas Vinclair. Est-ce que vous craignez qu'il se passe des débordements ? Écoutez la réponse. Comme je dis à un copain marocain, je trouve idiot de ternir la fête avec des manifestations comme ça. Il faudrait que tout le monde, prenne un petit peu de recul. Et voilà, ça serait bien. Quel que soit le résultat, victoire de la France ou victoire du Maroc, j'imagine que la situation risque d'être très tendue. Je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait qu'il va y avoir carrément des feux de partout et des cassages de voitures, mais il y a moyen que ça devienne un peu violent, je pense. Voilà, pour l'avis des Français, Charles Consigny, vous êtes avocat, et effectivement, il y a une possibilité. Ça peut aussi très bien se passer, évidemment, mais on peut se dire qu'il y a des tensions qui peuvent naître. Oui, des tensions et des détentions, mais c'est l'avocat qui parle. Je pense qu'il y aura des débordements. Il y a pas, à mon sens, ça fait pas beaucoup de débat. Je voulais simplement relever aussi, même si c'est un peu anecdotique, que les Marocains ne sont pas les seuls dans ce match à soutenir l'équipe du Maroc. J'ai observé ici et là sur les réseaux sociaux et en écoutant différents médias que quasiment toutes les autres communautés africaines, moyen-orientales, au Qatar notamment, vont soutenir le Maroc contre la France. Donc il y a un côté aussi match nord-sud dans ce match dont on espérait, mais peut-être que ça va prendre du temps, que justement la tenue de la Coupe du Monde au Qatar soit un des éléments permettant de commencer à dépasser ce genre de conflit. Mais bon, avec la crise climatique, etc., on n'est pas au bout des conflits entre le Nord et le Sud. Et j'observe j'imagine que ça fait peser sur les épaules de l'équipe marocaine une pression supplémentaire. Louis de Ragnel, sur cette question d'un affrontement possible ou pas. Alors, vous l'avez bien précisé, ça peut aussi correctement se passer. Malheureusement, j'en rêve, mais malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas. Alors après, il y a différentes échelles de chaos, mais en fait, il y a plein de problèmes que je trouve intéressants, qui sont soulevés notamment par rapport au profil des personnes qui ont été interpellées samedi dernier. Combien au total ? Écoutez, sur les 117 interpellations, il y a eu 106 placements en garde à vue. Et quand on regarde la nationalité des personnes qui sont gardées à vue, eh bien, il y a 98 Français. Donc, il y a une surreprésentation de Français.
c'est pas forcément très politiquement correct, mais beaucoup de prénoms et de noms à consonance marocaine ou maghrébine. Et donc, je trouve que ce que ça dit, c'est que ce sont des personnes donc, qui sont tous quasiment de nationalité française, mais qui ne se ressentent absolument pas français, et donc qui vivent ce match comme aussi je termine simplement, après vous me direz ce que vous en pensez, et qui vivent ce match comme un moyen d'affronter aussi la France, de faire valoir des revendications qui parfois sont un peu floues, mais ce qui est frappant, c'est que ce sont des gens qui souvent n'ont pas beaucoup mis les pieds au Maroc ou au Maghreb et qui ont ce besoin de faire valoir une identité qu'ils connaissent mal, puisqu'ils sont français, ils ont la même carte d'identité que vous et que moi, et pourtant ils ne font pas corps. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Charles Consigny ? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ne se sentent pas français. On ne peut pas spéculer et prêter aux gens des intentions dont on ne sait rien. La police, mais les gilets jaunes aussi sont prêts à la police, et c'est pas pour ça qu'ils se sentaient pas français. C'est dans un contexte où vous revendiquez une nationalité. Oui, mais moi je peux comprendre, si vous voulez, sans excuser la moindre violence, je peux comprendre que un jeune Français qui est d'origine marocaine, il garde en lui évidemment un attachement à son pays d'origine, qui est peut-être le pays de ses parents, de ses grands-parents, et ça veut pas dire qu'il se sent pas français pour autant, et que quand le Maroc gagne un match, et que donc il a des raisons. C'est pas ça le sujet, Charles Consigny. Quand il a des raisons d'être fier de son pays d'origine. Ça se termine dans la violence. Non, mais j'ai pas d'état d'âme par rapport à ce que vous dites. C'est inacceptable que ça se termine dans la violence. Mais moi, je pense que ça n'enlève rien. Vous pouvez être très attaché à votre pays de nationalité, de naissance ou d'adoption, et être en même temps attaché à votre pays d'origine, qui peut être celui de vos parents, de vos grands-parents. Et comme votre pays d'origine peut-être est un pays moins puissant, moins riche, moins dominant sur la scène internationale que la France, eh bien, quand ce pays-là a une raison d'avoir un peu de fierté, eh ben vous partagez cette fierté. Ce qui est inacceptable, c'est d'exprimer cette fierté dans la violence. Qui veut répondre là ? Louis Dragnel ? C'est difficile de répondre. Hein. Non, mais globalement, on est d'accord. La plaidoirie était efficace. Non, mais on dit à peu près la même chose, donc j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Quand même, pardonnez-moi, ce match et cette soirée sans doute unique, mais je vais m'adresser à vous, c'est que c'est la première fois qu'on aura pendant cette Coupe du Monde des supporters français et des supporters gagnants ou pas, ou perdants, d'une équipe comme l'équipe du Maroc. On n'a pas eu ça jusqu'à présent. C'est-à-dire, quelle que soit l'équipe qui gagne, les deux groupes, au sens large de supporters, peuvent se retrouver face à face. Et là, c'est pas seulement une cohorte de supporters, c'est deux. Alors Jean-Christophe j'ai écouté des supporters à la télévision qui disaient, d'ailleurs, je trouvais très objectifs, ils disaient, mes parents sont marocains. Moi, je suis né en France, donc je suis français. Sauf que, effectivement, je supporte le Maroc, comme on peut supporter de l'Espagne, l'Italie, Laurence Ferrari. France, Italie, c'est difficile. Des consonances italiennes, quand l'Italie joue, quelque part, ils disent, tiens, c'est l'Italie, c'est le pays de mes grands-parents ou de mes parents. C'est un peu pareil. Et en même temps, ils ont fait le choix, et ils disent, mais en fait, on supporte les deux. Et on est un peu embêtés parce que, effectivement, on aime le Maroc, mais on aime aussi la France. Et donc, on fait on fera le tri, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, on supportera les deux. Si la France gagne, on est français, c'est très bien. Le Maroc, quelque part, on sera triste pour la France, mais c'est aussi nos parents. Et après, moi, je mets de côté la petite centaine parce que c'est ça, en fait, de casseurs, qui eux supportent rien à part le désordre. Et ils sont là pour en découdre, pour faire le coup de poing, pour piller, et c'est tout. Et ils jettent encore une fois l'opprobre sur des communautés qui veulent juste être tranquilles et faire la fête tranquillement. Et c'est ça qu'il faut vraiment séparer les deux. Donc ceux qui ont été à l'œuvre à la fois à Paris, à Lille, vous le disiez, à Avignon, ce ne sont pas des supporters de foot. Non, c'est des délinquants, des casseurs, et qu'on voit dans les trafics de stupes, qu'on voit dans les exactions du quotidien, dans les bandes. C'est toujours les mêmes, en fait, c'est eux. Mais c'est pas la communauté en général, c'est encore une fois un petit pourcentage de ces gens que l'État n'arrive pas à maintenir et à régler ce problème, en fait. Et donc on les supporte, voilà. On supporte ces gens, ils mettent toujours l'opprobre sur des communautés, ils viennent toujours pourrir l'ambiance des matchs et l'ambiance des fêtes, et en fait on n'arrive pas à gérer ça. D'accord. Mais ça veut dire que la pression, elle est aussi sur les épaules des policiers pour ce match. Mais bien sûr, il va falloir éviter ce genre de débordement. Mais en fait, il va falloir vraiment montrer... Il faut cadenasser les grandes villes, les capitales. Alors déjà, c'est aussi... il y
a une action avec les maires. Par exemple, il y a des certaines villes où ils savent très bien que quand il y a des rassemblements comme cela, ça se fait sur des grandes artères ou des boulevards. Donc en fait, il y a des arrêtés municipaux pour bloquer ces boulevards, ces jours de match. Et puis on met des forces de police. Et puis pareil, là, les forces de police, il faut qu'elles soient un peu disséminées, repérer les groupes à risque et j'allais dire être proactif, c'est-à-dire qu'on les laisse pas s'installer dans la foule. Tout de suite, il faut intervenir, les mettre de côté, casser ces groupes et les renvoyer là d'où ils viennent, dans le métro ou ailleurs, et surtout qu'ils ne viennent pas sur les Champs-Élysées. C'est là en fait la problématique du policier, c'est qu'il va falloir faire du tri entre guillemets. Mais l'idée en fait, c'est de protéger les gens qui viennent sur les champs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des voitures. Il peut y avoir des voitures folles, les gens qui paniquent, qui écrasent les gens. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est du maintien de l'ordre, en fait. Et nous, on protège les gens qui viennent faire la fête et on veut les protéger donc des accidents qui pourraient y avoir et en même temps des voyous, il faut dire ce qui est, des délinquants qui viennent pour travailler, quoi. Alors, il y en a une qui a peur, c'est la maire du 8e arrondissement de Paris. C'est dans ce quartier que se trouvent les Champs-Élysées. Alors, elle redoute carrément des scènes de guérilla. On va l'écouter, vous allez nous dire si c'est un peu extrême ou pas. Écoutons-la. Déjà, il faudrait rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité. Ça, tout le monde le demande et on a bien conscience que aujourd'hui, permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes sur place, qui font un travail exceptionnel, mais malheureusement, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters qui viennent pour fêter la victoire. Et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec des mortiers, pardon, normalement, ni avec non. des barres. Normalement, non, mais normalement, oui. On ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile. Parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc des uns et des autres. Et on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en champ de bataille. Voilà pour la maire Jeanne d'Auxerre, maire du 8e arrondissement de Paris, interrogée par Romain Desarmes. Vous croyez à cette vision-là, Charles Consigny? Non, je trouve ça un peu excessif. Moi, je n'ai jamais adhéré à ces théories qui voudraient que la France soit à la veille d'une guerre civile, dont on voit bien en plus ce que ça veut dire. Ce serait une guerre entre les populations habitant les banlieues qui sont d'origine africaine et les Français dits de souche. Moi, je ne crois pas à cette théorie-là. Je pense que la France, comme de très nombreux pays, a du mal à gérer certains quartiers qui sont des quartiers d'origine immigrée, mais c'est quelque chose qui existe également aux États-Unis, qui existe en Angleterre, qui existe dans beaucoup d'autres pays. Simplement, ce qui me frappe quand même, c'est que j'ai le sentiment qu'en France, on a particulièrement du mal à régler ce problème de l'insécurité. C'est-à-dire que les grandes, notamment dans les villes, et notamment par exemple à Paris, les grandes villes du monde, les grandes capitales ou les grosses villes des autres pays sont des villes sûres. Je ne vois pas tellement d'autres exemples de villes qui soient, comme Paris, un endroit où les gens se sentent en insécurité. Je suis désolé, à Londres, à New York, à Berlin, à Milan, à Madrid, c'est à Hong Kong évidemment. Enfin, je parle même pas des villes asiatiques ou même aux Émirats Arabes Unis. Bon là, après c'est des régimes autoritaires, donc forcément vous êtes en sécurité dans le régime autoritaire tant que le régime s'en prend pas à vous. Mais sinon, nous en France, on a une espèce d'impuissance. Et à mon sens, cette impuissance, elle vient quand même du fait qu'on n'arrive toujours pas à inclure dans notre société, à inclure dans notre économie, dans nos universités, dans tous nos systèmes, les jeunes dits de banlieue, les jeunes considérés qui sont souvent ceux qui viennent sur les champs fêter telle victoire ou semer tel ou tel désordre. Quand c'est pas les Black Blocs dans certaines manifestations, ça c'est encore autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si on va à la racine du problème, parce que c'est très bien de mettre des CRS, mais si vous laissez ces jeunes avec le sentiment qu'ils n'appartiennent pas à cette collectivité, qui trouvent difficilement un emploi, qui n'arrivent pas à rentrer dans les universités, etc., et qui n'ont pas... la logique non, mais je suis désolé, mais on a quand même beaucoup éprouvé. Et on a beaucoup investi dans les banlieues. Charles Consigny, ça fait 20 ans que le discours que vous portez, c'est celui qui est mis en œuvre. On a investi, mais on ne réussit pas. Mais Charles Consigny, je suis désolé, ça ne marche pas. Et ce que je constate, moi je suis pas contre la réponse pénale et policière à ça. Évidemment qu'il faut qu'elle existe. On va certainement pas excuser quelqu'un qui commet un crime ou un délit parce qu'il le commet, parce qu'il est né en Seine-Saint-Denis. Non, il aura la même réponse pénale que tout le monde, et il faut qu'elle soit ferme. Mais j'observe qu'on a un peu renoncé, je trouve, ces dernières années,
Peut-être parce qu'on a beaucoup essayé et qu'on n'a pas réussi. Justement, on a un peu renoncé à s'attaquer au cœur des politiques sociales de Jacques Chirac. Je trouvais que sous Sarkozy, par exemple, on essayait des choses, des internats d'excellence, la discrimination positive, qu'on aime ou pas. Moi, j'étais contre la discrimination positive, mais c'était une manière d'essayer de faire quelque chose. Mettre des ministres issus de l'université, etc. Très simplement, vous regardez les chiffres de la population carcérale. Il y a une surreprésentation de la délinquance étrangère. Non, mais vous voyez bien les chiffres. On parle tout le temps du problème des expulsions des OQTF qui sont pas exécutés. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est ça. Moi, je suis pour la double peine. Non, mais moi, je très suis bien. pour mais l'expulsion. de l'autre côté, vous dites c'est de notre faute, on n'a pas fait suffisamment de choses. C'est de notre faute, c'est réciproque. Vous disiez le problème, c'est qu'on n'est pas assez inclusif. Moi, je pense que le problème, c'est qu'il y a moins de mobilité sociale. Il y a moins de mobilité sociale. Je suis d'accord, il faut expulser, à mon sens, tout auteur étranger de crime ou de délit. Non, on parle des étrangers, parce qu'il parlait partiellement des étrangers. 25% d'étrangers en prison, ils devraient être expulsés à l'issue de leur peine. Mais il y a moins de mobilité sociale aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Charles Consigny, on est encore pour des gens qui sont dans les catégories sociales, c'est insultant. Les gens se disent, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes voué à tomber dans la délinquance. Aujourd'hui, si vous naissez pauvre, armez-vous de courage. Sinon, vous devenez délinquant. Oui, mais avant d'aller faire une grande école. Bien sûr. Et on sait que la France, c'est une société, excusez-moi, si vous faites pas une grande école, type Normal Sup, ENA, Sciences Po, etc., vous rentrez pas dans les belles entreprises. Vous n'obtenez pas. Allez parler à un recruteur d'une grande boîte. Heureusement, il y a d'autres formations professionnalisantes qui permettent de trouver du travail. Et vous croyez que vous devenez membre du siècle en n'ayant pas de tout le monde ne veut pas être membre du siècle. On s'interroge juste une minute si vous voulez bien. Regardez, je finis en un mot, Laurence. Regardez, il y a un conseiller de Biden qui a fait un tweet récemment, ça a été retweeté par Laurent Saïm. C'est un gars qui... déjà deux références incroyables. Les titres de l'actualité, on continue à parler de ce match France-Maroc. Ça a beaucoup fait parler. Vous avez continué le débat, vous êtes très indiscipliné. En passant d'ailleurs le boycott des matchs, on rigole bien, les audiences télé sont incroyables. Personne boycotte. Sauf il y a Emmanuel Bompard de la France Insoumise et Yannick Jadot qui redemandent à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar pour la demi-finale. Moi, je trouve qu'il ne devrait pas y aller. Mais juste, Charles Consigny le disait très justement, mais il faut mettre en on les propos qu'il tient off. Il dit tout et son contraire perpétuellement, Charles Consigny. Mais si, mais c'est extraordinaire. Mais d'accord. Vous défendez deux causes à la fois. Vous trouvez qu'on fait des choses aujourd'hui pour essayer de... Mais attendez, mais vous plaisantez. Mais il y a énormément de choses. Mais là, récemment, qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans ? Le fait d'être pauvre, ça vous donne pas un brevet pour être délinquant. Il y a plein de gens qui sont en difficulté sociale et qui pourtant vont pas faire partie de minorités. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans ? Mais on a fait plein de choses. Non mais déjà c'est pas moi qui regardez qui sont les élèves de Sciences Po. Il va y avoir Mathias Vichret sur ce plateau dans un instant. Non, il y a une filière d'intégration. Des dépenses sociales. Il y a 15% des élèves qui viennent des manières. Voilà, 15% des élèves. Absolument, Sciences Po, ils essayent. Mais regardez qui sont les élèves de l'ENA, ce qui est devenu l'ENA. C'est ce qu'a fait le président de la République. Voilà un truc très concret. Vous avez vu la réforme à Henri IV ou à Louis le Grand ? Ils essayent peut-être des trucs. Alors on verra presque de nom ces lycées d'excellence. Vrai sujet. Monsieur Coury. Il faut un policier sur votre plateau. Essayez de me rétablir l'ordre sur le plateau. Oui, racontez-nous alors. Parce que là, pour les policiers, ça ne va pas changer grand-chose, ce qu'on est en train de se dire. Alors non, mais on est au cœur de la société, donc on voit ces changements-là, effectivement. Moi, ce que je vois, c'est que les images qu'on a vues sur les Champs-Élysées ou dans les villes de France, on l'a vu en Belgique, on l'a vu dans les Pays-Bas, on l'a vu en Espagne, à Saragosse, on a vu un peu partout, et donc c'est pas qu'un mal français, j'allais dire, c'est aussi un mal européen. Donc voilà, après, quand on dit qu'on fait rien, je suis désolé, on est aussi acteur de sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que les gens font pour sortir de là. On peut pas toujours tout attendre, j'allais dire, de la verticalité. Il faut aussi se bouger. Il faut aussi, en revanche, on le constate maintenant dans les classes, dans les écoles. C'est vrai qu'on a des gamins qui sont turbulents, qui n'écoutent pas, mais ça vient de l'éducation. Ça vient pas non plus. Les passoires énergétiques, c'est pas que dans les maisons, c'est dans les cerveaux aussi des fois. C'est toutes les couches de la population. Tout à fait. Ça fait pas de différence.